Et donc la première table ronde d'aujourd'hui, un petit peu spéciale puisque dans la conjoncture actuelle et avec la météo, on se retrouve à vous faire une petite session en privé retransmise par la suite sur les réseaux sociaux, donc sur le Facebook FIFO Tahiti et sur le YouTube. Et du coup, on va parler de la violence intrafamiliale. J'ai envie de corriger presque ce titre et de parler des violences intrafamiliales au pluriel. Et du coup, c'est pour faire écho à un film qui est programmé cette année hors compétition et qui s'appelle « Entendez-vous ? Les violences intrafamiliales ». Du coup, on a une série d'invités qui vont répondre à nos questions dans cette thématique-là. Donc je vais vous inviter à vous présenter du coup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Wendy Otomimi. Je suis directrice adjointe de l'APAGE, l'association polyvalente d'action socio-judiciaire. Et au quotidien, en fait, je gère le pôle d'aide aux victimes, Terra Maora, que les gens connaissent plus sous ce nom, en fait. De manière générale, dans l'émission qu'on fait au quotidien, on accueille toutes les victimes d'infractions, on les informe de leurs droits et des procédures qui sont en cours. On les oriente vers les personnes qui peuvent être amenées à les aider au quotidien, enfin, dans le cadre de leur procédure. On leur propose aussi un accompagnement pluridisciplinaire, donc juridique, psychologique et social. Ok, merci. Oui, bonjour. Alors, je suis Véronique Mercadal et je suis la directrice générale de l'association Emmaouta pour redonner l'espoir. C'est une association qui a bientôt presque 30 ans d'existence sur Tahiti et qui gère 6 foyers d'hébergement, 5 à Papeete et 1 à Maïna. Et nos 6 foyers donc, hébergent du nourrisson jusqu'à pas d'âge. Et c'est vrai qu'on est confronté au quotidien justement à ces personnes victimes de violences intrafamiliales. Et je te rejoins quand tu dis, on le met au pluriel, parce que ce sont bien les violences intrafamiliales. Merci. Bonjour, Xavier Le Goff. Voilà, je suis coordinateur aux mesures de protection de l'enfance à la DSFE. Donc très en lien avec Véronique, non pas seulement en complicité, mais beaucoup en travail sur l'accompagnement en fait, des mineurs qui sont confiés à la DSFE dans le cadre, suite à des violences justement intrafamiliales, des maltraitances, des négligences lourdes, et qui peuvent arriver jusqu'à des placements, puisqu'aujourd'hui on a 800 enfants qui vivent hors de leur foyer, en dehors de leurs parents, donc confiés soit à des fétis, soit à des tiers, ou, comme le décrivait Véronique, dans des établissements d'accueil pour enfants. Merci Xavier, merci à tous de vous être présentés. Je vais commencer par une phrase qu'on entend au début du documentaire, qui dit, c'est un des témoignages d'une femme qui se fait battre par son mari, et en fait elle dit, au début il me mettait juste des baffes. Je trouve que cette phrase résume énormément la situation dans laquelle on a l'impression que les gens se retrouvent quand ils sont victimes de violences, de ne pas être conscient de ce qu'est une violence physique réelle, en fait, avant de se rendre compte que c'est grave, en fait, et qu'on n'est pas censé se faire toucher, même pour une baffe, en fait. Et du coup, comment ça se passe avec les gens que vous rencontrez vis-à-vis de ce rapport à la violence qui a l'air assez en fait, on minimise l'importance des actes de violence dont les gens sont victimes. Pour les victimes qu'on reçoit, on l'entend assez régulièrement d'ailleurs, et c'est ma phrase, parce qu'effectivement, ça fait 13 ans que je suis à la page en fait, et régulièrement j'entends des femmes victimes de violences conjugales dire juste une baffe. Mais il ne faut pas oublier que les violences, ce n'est pas juste des violences physiques. Bien sûr. Il y a avant ça des violences verbales, des violences psychologiques, et évidemment qui peuvent être accompagnées de violences physiques. Les victimes ont tendance, après avoir pendant plusieurs années subi des violences de toutes sortes, en fait, sont amenées à avoir une résilience assez importante. Donc à finalement se dire... juste une insulte, c'est pas forcément une violence, c'est normal en fait de se faire traiter de tous les noms et dire bon c'est comme ça et donc non, c'est pas des violences. Et souvent elles disent aussi il ne m'a pas rossé. Donc même une claque pour elles, ça correspond pas forcément à des violences physiques, mais le fait de se faire tabasser ou rosser, oui.
pour compléter, c'est vrai qu'au départ, il y a une sorte de banalisation et un sentiment de culpabilité de l'affaire de la femme qui, malheureusement, on l'entend dans nos foyers, puisque notamment principalement à la Samaritaine, où on reçoit donc des jeunes femmes victimes, pas que, mais principalement. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de banalisation et surtout, elle dit « oui, mais c'est de ma faute ». Au départ, c'est de ma faute, c'est moi qui... Et d'ailleurs, une des premières questions que l'on pose, c'est « est-ce que tu as porté plainte ?» Enfin, pas au fil de l'entretien, est-ce que tu as porté plainte? Est-ce qu'il y a eu cette démarche? La plupart du temps, non. C'est quelque chose qui vient après ou pas du tout d'ailleurs. Ou pas du tout. Et ce qui est, je veux dire, dramatique, c'est, à mon sens, c'est que ensuite, donc, elle reste un petit peu au foyer. Le fait un petit peu de se recentrer sur elle-même, comme on dit, de se poser, mais malheureusement, la grande majorité des cas, elle quitte le foyer et elle retourne avec l'auteur. Parce que après, il y a tout le reste, il y a les enfants, il y a les moyens de subsistance, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse banalisation et on minimise les actes. Et juste si je peux rajouter, il y a aussi des victimes femmes et hommes. Oui, bien sûr, bien sûr. Les deux, oui. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser le féminin, mais c'est vrai que n'oublions pas aussi que les hommes sont victimes de violences également. Bien sûr, c'est vrai qu'on a tendance à omettre cette subtilité. Tu as quelque chose à ajouter, Xavier? Non, ça va? Excuse-moi, en tant qu'homme ou en tant Non, en tant que... ce que tu veux. J'ai participé avec la page à des stages de sensibilisation pénalement reconnus, de mise en cause, justement, dans des actes de violence conjugale. Là, on était vraiment sur les violences conjugales. Et en effet, on avait, dans chaque session d'une vingtaine de personnes, on pouvait avoir 2, 3, 4 femmes présentes. La différence, Wendy, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est vrai que les hommes ne font pas part, ne vont pas jusqu'à porter plainte de violence dans le couple. On arrive à un phénomène, alors souvent on parle de conjugopathie, c'est-à-dire qu'au-delà d'une banalisation, il y a même une normalisation. C'est-à-dire plutôt que de se parler, d'ouvrir le dialogue, on arrive à des moments où on parle plus avec les poings ou avec les pieds et le dialogue ne passe plus du tout. Et on arrive là justement sur des fonctionnements familiaux, des fonctionnements conjugaux, mais malheureusement des fonctionnements familiaux. Ça, c'est ce qu'on voit, nous, dans la protection de l'enfance, puisque les gamins ont le même mode de communication que leurs parents, d'où les dégâts pour une insertion sociale, pour une scolarité ou pour plein de choses. Et donc voilà, cette normalisation, je préfère l'appeler comme ça, malheureusement, elle demande vraiment une implication de tous les jours, alors à tous les niveaux, que ce soit en titre préventif ou que ce soit au titre de suivi curatif qui peut être fait par la page ou même par l'accueil dans les foyers. On en parlait justement tout à l'heure avec le fait que ce ne sont pas que des violences physiques, il y a la violence psychologique aussi, donc il y a des sévices avec la jalousie et la possessivité, il y a des conjoints ou conjointes d'ailleurs qui coupent leur partenaire de toute relation extérieure, qui l'enferment dans une espèce de prison psychologique qui souvent dérive aussi sur des abus physiques. Et du coup, voilà, on parle trop peu de ces violences psychologiques-là, du fait qu'une insulte lancée au hasard, ça commence déjà à engager la relation dans quelque chose d'assez toxique. Et comme vous parliez de cette banalisation-là, c'est vrai qu'il faut commencer à s'attaquer déjà à la relation entre les partenaires au niveau de la communication au sein du couple et même au sein de la relation entre enfants et parents, je pense. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Effectivement. Après, le fait de vouloir contrôler l'autre personne, ça peut renvoyer à une blessure qu'on a pu avoir dans l'enfance. Le fait d'être abandonné, effectivement, que l'autre, si on a ce sentiment en soi, quand on grandit, finalement, le fait de perdre quelque chose, de perdre son partenaire, on va se sentir abandonné, en fait. Et pour ne pas être abandonné, qu'est-ce qu'on fait? On va vouloir la contrôler. Exactement. Voilà.
Donc il y a plusieurs sentiments comme ça. Dans les suivis qu'on peut avoir, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ce qui est important aussi, c'est de rechercher quelle est la blessure qu'il a pu avoir auparavant pour essayer déjà de l'identifier et de travailler dessus via les psychologues et plusieurs professionnels, en fait, pour essayer de réagir autrement. En fait, et de se rendre compte que là, le fait de contrôler, c'est vouloir aussi dominer l'autre et de faire autrement. Voilà. Tu parlais de communication. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on constate. Les couples que l'on reçoit dans nos foyers, ils ont une façon de communiquer qui n'est pas une communication bienveillante. Et ils répercutent ça auprès de leurs enfants. Et donc, je rejoins donc, ce que Xavier dit, c'est qu'ensuite les enfants adoptent le même mode de communication qui est une communication, je dirais, violente, quelque part. C'est la seule chose qu'ils connaissent, parce que c'est leur repère au final. Tout à fait, voilà. Mais le couple communique comme ça. Ou alors c'est de la non-communication. Bon, après, c'est vrai qu'ici, il y a aussi un peu cette non-communication, mais une non-communication qui est, je la trouve, violente par des expressions du visage, des gestes pour dire à un enfant de venir à table. On pousse la chaise. On va dire, voilà, plutôt dire, non, mais viens à table avec nous. Non, on va le pousser à la chaise. Donc c'est des petites choses comme ça. Et c'est vrai que ça ne fait qu'engranger la violence quelque part, parce qu'après, ça monte crescendo. Alors, du coup, fatalement, on parle de violences conjugales, on a parlé aussi des violences psychologiques, et on va glisser vers les autres violences, comme on parlait. Et il y a fatalement l'inceste aussi dans ces violences-là, qui font partie du credo. Comment réagir face à ça ? Déjà, je sais que dans la conjoncture dans laquelle moi je me retrouve, je suis parent d'une petite de 4-5 ans bientôt, et en fait, il est vrai que j'ai cette paranoïa de confier ton enfant à quelqu'un que tu pensais proche et de confiance, et de te retrouver dans une situation qui t'a dépassé. Surtout que j'ai des gens de mon entourage à qui c'est arrivé, même pas ici en fait, c'était en France avec un oncle qui a fait des attouchements sur une personne, et d'ailleurs elle continuait à subir ça pour protéger le reste de sa famille. Donc elle a caché ça pendant énormément de temps. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'épée de Damoclès. Au sein de ma famille même, j'entends souvent des rumeurs, donc, des choses qu'on ne peut pas confirmer, mais des choses que j'entends d'un tel oncle ou d'une cousine qui aurait subi quelque chose. Et du coup, c'est un véritable fléau. Et comment on peut affronter ça, au final ? Xavier, tu veux commencer ? Tout d'abord, félicitations, parce que tu es un papa bienveillant, apparemment. Tu as une petite fille de 5 ans. Il faut savoir que les violences sexuelles, donc de toutes parts, Wendy, en tant que juriste, que ce soit un attouchement, que ce soit une agression, qui soit qualifiée ou jusqu'au viol, concernent une personne sur 5 en termes généraux au niveau national. C'est beaucoup trop. C'est énorme. Il y a très peu de prévention, on en parle très peu, alors que ce soit ici ou sur d'autres territoires, métropolitains ou outre-mer. On en parle très peu, il y a un gros travail qui est à faire, surtout pour pouvoir libérer la parole. On arrive à des situations extrêmes dernièrement. On a une jeune de 14 ans qui a fait une tentative de suicide, qui s'est retrouvée à l'hôpital, et c'est seulement là qu'elle a pu déposer les agressions qu'elle avait subies. Alors, je ne vous parle pas d'une agression, je vous parle de multiples agressions qu'elle avait pu subir de part et d'autre de sa famille paternelle et de part de membres de sa famille aussi maternelle. Voilà, il faut qu'on ouvre en effet quelque chose sur cette violence. Les termes même de la violence, vous allez savoir pourquoi c'est venu. On a plein d'hypothèses. Moi, je pense que c'est pas le souci, c'est pas de se pencher sur les causes, mais c'est plutôt de faire de la prévention, libérer la parole et notifier aussi que cette effraction, ce traumatisme à vie pour la victime et le fait que la prise en charge, il faut que la prévention soit faite avant qu'il y ait une prise en charge, tout simplement.
Et là, ça ramène aux violences sexuelles physiques. Il y a aussi les cyber-violences sexuelles aussi qui se développent pas mal. Donc, ce qui est important déjà, c'est de l'écoute. On revient à cette écoute bienveillante des parents, de l'entourage, parce que c'est le parent et les proches qui vont voir l'enfant changer de comportement, devenir introverti, alors qu'elle était tout à fait ouverte avec tout le monde. Le fait de porter des vêtements plus longs, cacher son corps. Donc, il y a plein de facteurs, d'indices, effectivement, qui montrent qu'il y a un changement dans le comportement de l'enfant, ce qui permet d'aller questionner, en fait, l'enfant. Et évidemment, le fait de mettre le temps, pas poser la question de but en blanc, non, il faut prendre le temps de le rassurer et de dire, voilà, moi, je suis là pour t'écouter et je ne vais pas te juger. Les enfants, souvent, ne vont pas révéler parce qu'ils se disent, oh là là, on ne va pas me croire de toute façon parce que c'est mon prof de sport, du coup, non, ça passe plus. Ou mon oncle, voilà. Mais il y a toujours cette chose-là, on en parle dans le documentaire, de l'adulte et de l'enfant. Oui, on va toujours croire plus facilement l'adulte que l'enfant. Exactement, de dire, non, je suis là pour t'écouter, le rassurer, lui dire, je ne te juge pas, on va prendre le temps, si ce n'est pas maintenant, on va en reparler plus tard, trouver le bon moment. Donc voilà, c'est des petits tips comme ça qu'on peut avoir avec les enfants. Mais après, malheureusement, on peut être le parent le plus plus bienveillant possible et ne pas bienveillant. Et à côté de ça, ça peut effectivement arriver. Mais ce qui est aussi important, c'est que l'enfant, il sache que ce sont des violences sexuelles. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas. Oui. Ici, Tahiti, Moria, ça va encore, mais dans les îles, ça peut être, puisque ça peut être banalisé, du coup, ils ne l'associent pas à des violences sexuelles. Entre ça et aussi le fait que, j'en ai entendu parler aussi, des fois, ça se sait au sein des familles et ça ne se dit pas, parce que c'est un tabou d'en parler. Non, on va régler ça ensemble, tu vois. Et du coup, il y a des choses qui se creusent au sein des familles autour de ces violences sexuelles-là. C'est un tabou ou c'est simplement on ne va pas croire la victime. Ça va être souvent au sein des familles, ça va être la première réaction et ça c'est terrible pour une victime d'être pris pour une menteuse ou un menteur. C'est d'une violence inouïe pour un enfant en plus en général. C'est venir et plutôt que d'être confronté à cette vérité, à cette situation. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver devant le mutisme. Et la personne va le garder pour elle-même. Il va vraiment, un jour, donc qu'elle rencontre quelqu'un de bienveillant, psychologue ou travailleur social ou autre, peu importe, quelqu'un de l'entourage, avec qui il y aura eu un lien de confiance tel, ou peut-être un élément déclencheur qui fera qu'elle pourra parler. Mais le fait de ne pas être cru, d'être pris pour un menteur, ça vient vraiment rajouter à cette situation dramatique. De l'important. Donc la prévention, comme disait mon collègue, la prévention est importante et il y a plusieurs institutions qui font des préventions dans le cadre scolaire. Parfois, c'est grâce à ces interventions que sont révélés un certain nombre de faits, je pense notamment dans les îles. Et donc derrière, il faut savoir que le professionnel, quand un mineur est en danger, doit signaler en fait. Bien sûr, bien sûr. Ce qui permet de déclencher une procédure judiciaire, une enquête et tout ça, et procès si effectivement l'infraction est caractérisée. Pas négliger le rôle de la prévention dans l'équation. Excuse-moi, je voulais rajouter en fait que ce soit les violences sexuelles ou les violences physiques, il y a tellement de choses prises en compte, que ce soit les revenus. Parce que, en effet, si la personne violente est pourvoyeur de revenus à la maison, en effet, une certaine omerta se mettra en place. Il y a une très belle étude qui a été faite par Loïs Bastide, ici, contextuellement, et qui prenait en compte, en effet, des paramètres qu'on n'avait pas pris en compte, puisqu'on prenait en compte le milieu familial et l'emprise que pouvait avoir un adulte sur le reste de la famille. Mais au niveau de la terre, on n'était jamais allé creuser sur la question de l'appartenance à la terre, la question justement de l'économique. Et toutes ces choses créent en fait une dynamique de non-droit et où justement on ne peut pas se permettre de dénoncer les choses. Alors même si aujourd'hui certaines
structures se sont mises en place justement pour pouvoir écarter les auteurs. Je sais qu'au Bon Samaritain, il y a 4 places qui se sont ouvertes pour les auteurs de violences conjugales, pour pouvoir les prendre en charge et les sortir de la maison, plutôt que de faire ce qu'on avait la double peine. Une femme qui était violentée devait sortir de la maison, parfois avec ses enfants. C'était une double peine, puisqu'en effet, tout son environnement en fait, chutait parce que l'auteur était là au domicile. Donc, ce sont des brimes, c'est des petites choses qui se mettent en place, mais heureusement qu'elles se mettent en place, il faudra les mettre à plus grande échelle, au même titre que les questions de prévention et de sortir de ce tabou qui est mis en place autour de ces questions de violence et d'agression. Oui, on parle de tabou, mais il y a aussi, je me rappelle d'une phrase que tu dis pendant le documentaire, c'est rendre la justice accessible aux Polynésiens. Il y a aussi l'ignorance aussi, qui crée aussi des situations à risque comme ça. C'est vrai que, par exemple, je suis amené à régulièrement faire des clubs de lecture au sein des centres pénitentiaires d'ici. Et j'ai affaire à des détenus qui ont commis des violences sur leurs femmes ou des fois sur leurs enfants. Et il est vrai que, en fait, le centre pénitentiaire et même nous, des fois, on est presque obligé de les éduquer sur ces choses-là qu'ils ne maîtrisent pas. Et en fait, ce rapport à la violence, pour eux, il est déformé. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont atteint un level de violence qui les a conduits dans la prison. Des fois, ils sont même dans un état d'esprit où ils ont l'impression d'être victimes d'une injustice. Je retiens un détenu que j'ai rencontré qui a assassiné son fils et tenté de se suicider par la suite. Et pour lui, cet acte était un acte de libération pour son enfant. Il libérait son enfant de l'emprise de sa femme. Il s'est créé une espèce de conscience paranoïaque autour de sa relation avec sa femme. Et pour lui, c'était libérer et dans son état d'esprit, il n'est coupable de rien. Et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, les traumatismes que les gens reproduisent de génération en génération, et en plus le manque de conscience de leurs droits et des choses qu'ils n'ont pas le droit de commettre, c'est un véritable fléau en fait. Du coup, par rapport à ma phrase, en fait, c'était les thèmes juridiques sont compliqués pour tout le monde, bien sûr. En fait. Même pour les juristes, c'est ça en plus. Compliqué. Après, là, tu parles aussi de la vision des choses. Alors, il faut se mettre à la place des gens qui sont dans un quartier et ont vécu depuis bébé jusqu'à 30 ans ce climat. C'est ça. C'est pour ça, à un moment, on dit les violences conjugales touchent toutes les classes sociales. Oui, mais parce que le truc, c'est que c'est nous, de l'extérieur, nous, on a notre point de vue et on le voit, en fait. Mais quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte, finalement. Et c'est ce qui est important, en fait, c'est que nous, on va avoir un regard objectif vis-à-vis de la situation et dire, oui, là, on t'a poignardé, et c'est pas rien. En fait, là, on est... dans le violentomètre, il y a un outil qu'on utilise pour les violences conjugales. On est dans le rouge, là, plus. Bien donc sûr, tu es en danger. Et c'est que comme ça, justement, quand on met des outils sous leurs yeux, on schématise les choses, qu'ils se rendent compte effectivement que ah oui, exactement. Oui, parce que et là tu viens d'en parler, c'est important le contexte dans lequel on grandit aussi, puisqu'à un moment, Karine Vincent disait, qui n'est pas là malheureusement, disait les violences conjugales touchent toutes les classes sociales, c'est vrai, mais d'un côté, les conditions dans lesquelles les gens grandissent, les quartiers dans lesquels ils grandissent, la précarité dans laquelle ils sont, influencent aussi la violence au sein de la famille, l'état psychologique des gens impacte aussi le rapport des gens entre eux. Très sérieux. Oui, tout à fait. Les problèmes économiques exacerbent justement les violences et notamment on les retrouve dans ces quartiers ou dans ces maisons où il y a une très très forte promiscuité, parce que promiscuité, vivre en collectivité, puisque la promiscuité c'est vivre en collectivité. Donc ça demande donc un respect de certaines règles. Le problème économique, lorsque tout le monde vit avec très peu, voire une ou deux personnes, un salaire partagé en une ou deux personnes avec tout ce que cela comporte. Après, la promiscuité, c'est les problèmes de jalousie, très importants.
On le retrouve, nous, tout ça, dans nos foyers aussi, notamment le foyer qui était à Ratin, hein, qui reçoit les familles, où on a ces phénomènes entre les familles, au sein des couples, parce que c'est quelque chose qu'ils ont en eux. Enfin, ils n'ont pas confiance en l'autre, ils n'ont pas confiance au couple qui est juste à côté, qui vit avec eux. Et on le retrouve aussi, ce sont des phénomènes qui se répercutent au fur et à mesure. Alors, il y a aussi une autre phrase que je retiens d'un témoignage d'une personne qui a subi des violences pendant le documentaire, c'est « Il a été condamné à 30 ans de prison et ma famille me reproche d'en être la cause ». Elle a subi des violences contre elle, le viol de sa petite sœur encore mineure au moment des faits. Et on en parlait tout à l'heure de ce tabou au sein des familles, en gros de régler les choses entre nous et ça ne regarde pas les autres. Sauf que la justice doit s'en mêler au bout d'un moment et il y a un vrai travail à faire sur les gens au niveau de la sensibilisation sur ça. Tu en parlais tout à l'heure, la prévention c'est hyper important, quoi. Là, dans la situation du reportage, hein, la situation de Naomi, hein, je crois, c'est ça. Hein. On est sur de l'extrême violence, hein, Wendy, hein, quand même. Là, on est sur... je pense qu'on avait un auteur qui était vraiment très, très mal, là, je veux dire, psychiatriquement, hein, qui avait besoin de soins médicaux pour pouvoir en arriver à cette violence extrême. Après, comme tu le soulignes, ce qui n'est pas entendable, c'est le comportement de l'entourage, après tout ce qui a pu se passer, et de jeter en effet la culpabilité sur la personne qui est victime. Surtout que la culpabilité de base, elle en est déjà victime et on remet une couche par-dessus. Et c'est quelque chose que, même au sein des familles, des gens autour de moi, j'ai déjà entendu ce genre de choses, quoi. Oui, parce que du coup, et c'est pour ça d'ailleurs que les victimes sont réticentes à révéler les faits, parce que ça va casser la dynamique familiale qui est établie, en fait. Qui dérange tout le monde, parce qu'après, il y a d'autres raisons aussi, économiques, ainsi de suite. Mais c'est clair que si elle le fait, souvent, c'est la victime qui est écartée de la famille, effectivement. Et donc se retrouve dans des foyers ou dans des familles d'accueil ou ce genre de choses. Et même ce qui est navrant, c'est que même au procès, on a des parents qui sont toujours là à dire non, il ne s'est rien passé. C'est la victime, l'enfant qui ment, en fait, ça arrive. Donc nous, dans le cadre de nos missions, on est amené à exercer les fonctions d'administrateur ad hoc. Et donc c'est une personne qui est désignée par le tribunal pour défendre les intérêts des enfants mineurs quand les parents sont défaillants, ou pas en mesure de défendre comme il faut en justice. Et je vous avoue que tous les ans, on a pas mal de désignations, en fait. C'est dire que les parents ne tiennent pas leur rôle, en fait, de protecteur vis-à-vis de l'enfant et de défendre leurs intérêts devant les tribunaux. C'est malheureux, mais c'est vrai que souvent ça arrive régulièrement, en fait. C'est dur à entendre, et puis c'était dur à voir de toute façon dans le documentaire. Et c'est surtout, on en parlait de ce cycle de violence qui se reproduit sur des générations. Comment ça va se passer pour ces enfants, quoi. Je voudrais juste reprendre un petit peu une vérité. En effet, on peut dire que tous les enfants, tous les parents violents ont été des enfants maltraités, certes. Mais ça ne veut pas dire que tous les enfants maltraités deviennent des parents violents. Moi, j'ai subi des violences conjugales, j'ai eu des violences conjugales. Mes parents se tapaient dessus. J'ai pu surmonter, j'ai pu dépasser certaines choses de ce fait. Bon, en même temps, si je suis éducateur, ce n'est pas par hasard, on va le dire comme ça. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Je vais prendre un exemple. Il y a un an de cela, je travaillais à la DPDJ, un tout nouveau service qui s'était mis en place pour pouvoir lutter contre les violences urbaines qui se passaient entre jeunes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, sur 200, 2 ans on a travaillé, sur 200 suivis individuels, en effet, le point commun était toujours le même. C'était des gamins qui se bagarraient en effet dans la rue, qui avaient des problèmes de comportement et de violence au sein des établissements scolaires, mais l'origine était toujours la même. C'était initialement des violences dans leur petite enfance. Alors, violence au même titre, là je parle réellement de violence physique, je ne parle pas de violence verbale dénigrement, oui certes, mais pas de négligence de soins, pas de choses comme ça. On est vraiment sur les violences physiques, verbales ou de dénigrement.
Après, les enfants ont une capacité de résilience qui est importante aussi. Donc la résilience, c'est malgré tout ce qui s'est passé dans la vie, ils arrivent à avancer. C'est ça. Et dans nos suivis, effectivement, on voit ces enfants, c'est arrivé, mais à un moment donné, ils veulent tourner la page. Et après, c'est vrai que le processus judiciaire prend du temps. Et parfois, la plainte, elle est déposée, le jugement est 2-3 ans plus tard. Du coup, l'enfant se remet encore dans la situation qui s'est passée. Donc voilà, mais en général, elle tourne la page assez rapidement. Mais par contre, c'est les parents qui finalement sont victimes indirectes en fait, des faits d'agression sur leur enfant. Eux, ils ont du mal à passer à autre chose. Et parfois, ils vont avoir tendance à surprotéger leur enfant, à changer les habitudes parce qu'il y a eu une agression. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, en fait, parce que l'enfant, il va se dire, c'est à cause de ma dénonciation que les choses ont changé dans la famille. Et certains ne vont pas vouloir révéler la totalité des faits pour justement protéger les parents. Parce que les parents, oui, on voit que ça les impacte. Bien sûr. Et ils vont vouloir protéger leurs parents. Bien, très prolixe sur le sujet, là. T'as vu ? Faut pas me brancher trop. Non, juste pour ajouter, et ça fera plaisir, je pense, à Monsieur Lefebvre, hein, qui est juge des enfants. On discutait la dernière fois et il disait qu'en effet, un enfant en situation de guerre, hein, je vais vous faire le parallèle après, hein, vous allez comprendre, mais en situation de guerre, donc de conflit armé, hein, ce qui peut préserver les enfants de la terreur, c'est le regard de leur mère et la réassurance qu'ils vont trouver dans le regard de leur mère. Alors si je fais le parallèle justement par rapport à ces enfants qui peuvent vivre des violences conjugales au quotidien. Si en effet ces enfants peuvent se construire sur une stabilité grâce à leur mère, hein, on parle là justement de la question de l'attachement maternel, hein, ils auront les chances justement de travailler, comme disait Wendy, travailler sur cette résilience et construire quelque chose de fort pour leur devenir. Vous voyez, donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'on le traite, justement, ce problème des violences conjugales assez rapidement. J'en veux pour preuve, puisque le raccourci, c'est là que je voulais le faire, c'est l'impact neurologique qu'il peut y avoir sur les enfants victimes de violences conjugales, là pas de violence intrafamiliale, de violences conjugales, et l'impact neurologique est similaire à celui des enfants victimes de situations de guerre, donc qui vivent sous les bombes. Donc oui, il faut... Puis l'enfant, on dit qu'il est victime collatérale, mais il n'a pas besoin de subir directement la violence, hein, le fait de voir, et même pas de voir, parce que quelquefois il ne fait qu'entendre, mais ça suffit. Et donc ça le met dans une situation telle, donc ce sont des blessures, des cassures, et qui ne font que se multiplier. Puis un jour, et c'est souvent à l'adolescence, hein, à l'adolescence où ça explose, et voilà. Et après, on se retrouve avec des enfants, nous on dit c'est des enfants nos limites, et ils n'ont plus de limites, ils prennent des risques inconsidérés, parce que pour dire j'existe, hein, tout simplement, moi aussi j'existe. Oui, on en parlait tout à l'heure, les blessures psychologiques sont aussi importantes à traiter que les blessures physiques de toute façon. Si ça demande peut-être même plus de soins, quoi. Alors je vais laisser un petit peu de temps pour les questions, puisque je vois quand même qu'il y a un petit peu de public. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour poser des questions? Sinon moi je continue, hein, j'ai encore de quoi faire. Mais est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non? Oui, parce qu'on a un public, les gens qui regardent la caméra ne s'en rendent pas forcément compte, mais on a des gens. Donc voilà, écoute, on va continuer encore. Donc on en a parlé de la peur de ne pas être cru. Ah oui, et la place de la religion, mine de rien. Ici, on est quand même dans un peuple où la religion est très présente. Et mine de rien, ça impacte la manière d'agir des gens et leur façon de penser vis-à-vis de leur vision du couple, de la parentalité et de ce rapport à la violence. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez vis-à-vis des gens qui sont ancrés dans leur religion? J'y vais. Vas-y.
Non, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de personnes qui vont être exposées à des violences voilà, au quotidien et se dire je ne vais pas me divorcer parce que voilà, je me suis mariée à l'église, ainsi de suite. Donc ça revient assez régulièrement quand même, hein, ce prétexte-là. Et il y a de ce volet-là, mais il y a un autre volet aussi, mais ça, faut pas l'oublier, c'est que la religion aussi apporte pas mal de choses. Je pense notamment à l'école des Mormons le dimanche, en fait. Ils font des classes avec les jeunes, avec les couples, pour revenir un peu sur tout ce qui est conjugalité, parentalité. Voilà, il y a ce versant aussi qui est plutôt positif de bien la sûr, religion. Bien sûr, il ne faut pas stigmatiser, il y a aussi du positif exactement. dans la religion. Et même dans les placements des victimes qui sont mis hors du domicile. Oui, on voit dans le documentaire d'ailleurs. Oui, effectivement, et notamment dans les îles, il n'y a pas de foyer. Hein, donc, soit c'est la mairie, soit c'est le Tavana, soit c'est le prêtre voilà, qui place en urgence des victimes. Et oui, juste aussi, ça a aussi un impact sur les auteurs d'infractions, parce que quand ils sont condamnés pour injonction de soins et tout ça, ils ont la tendance à aller voir le prêtre pour signer à la croix bleue, pour arrêter de boire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et ils tiennent en fait. Oui, il y a du bon aussi dans la religion, c'est ça. Mais d'ailleurs, pour revenir sur ce que je disais dans le documentaire, il y a un moment où on voit justement un endroit qui accueille cette fois-ci les auteurs, c'est ça, majoritairement les auteurs de crimes contre leur famille, pour essayer un peu de les sensibiliser. Je crois que c'est plutôt que de faire de la prison, ils ont le choix dans certains cas de rejoindre ce foyer, c'est ça? C'est vrai que nous, à Emmaouta, on a une convention avec le SPIP. Justement, il y a 2 conventions. Une première, donc, pour accueillir et accompagner des auteurs. On appelle ça le placement à l'extérieur. Plutôt que d'être incarcéré, c'est souvent des fins de peine. Donc, c'est un aménagement de peine. Et donc, la peine se fait au sein du foyer, au Bon Samaritain, ou pour les femmes à la Samaritaine. Et ensuite, on a un deuxième aspect, c'est l'aspect, et Xavier en a parlé précédemment, c'est les auteurs les auteurs de violences conjugales, voire familiales, qui, plutôt que de sortir la victime du foyer conjugal, donc on sort l'auteur. Mais il faut savoir que l'auteur doit adhérer. Et ça c'est très très difficile. Parce que autant il y a des tentatives, et c'est là où on a le plus de difficultés. On a beaucoup moins de difficultés pour des aménagements de peine, des placements à l'extérieur, que pour l'éloignement de l'auteur. Ok. Pour revenir, on était un peu sur la même chose au niveau de la page, Wendy, sur les stages obligatoires de citoyenneté qui étaient faits justement en alternative à des condamnations pénales. Donc là, en effet, où il y avait une obligation pour la personne de s'y rendre, puisque c'est lui qui avait choisi, en effet, plutôt que de subir une peine de prison ou un aménagement, venait en effet suivre ce stage d'une journée qui était demandé. À noter que c'était pour les primo-délinquants, les premières personnes, les personnes qui en effet avaient été condamnées une première fois pour des violences conjugales. Ces stages, alors Wendy pourra m'en dire beaucoup plus, moi j'ai participé juste à une partie du stage de brise-glace, mais ces stages ont comme objectif justement de pouvoir amorcer un dialogue, de pouvoir avoir une certaine introspection, parce qu'il y a quand même des psychologues qui travaillent aussi dans ces stages, que la personne puisse regarder en lui et voir un petit peu, ou dans sa relation de couple, ou dans sa relation à l'autre, en fait, ce qu'il fait défaut et comment justement il peut appréhender de manière différente justement son couple, sa vie de famille. Wendy ? Oui, effectivement. En fait, c'est des stages de citoyenneté pour les auteurs de violences conjugales qui est organisé par la page. Et on fait intervenir plusieurs personnes.
Et alors, ces stages, c'est sur réquisition du procureur. Donc, voilà, c'est pas tout le monde qui vient. Bien sûr. Voilà, déjà. Et c'est par exemple, comme disait si bien Ludovic, c'est que quand un auteur commet une première fois des faits de violence conjugale, il ne va pas forcément aller en détention. Voilà. Bien sûr. Le procureur va examiner et en fonction de ce qui a été, ce qu'il a commis, donc il va réorienter le dossier, là en l'occurrence, vers un délégué du procureur. Et le délégué du procureur sera amené à le convoquer à un stage de citoyenneté. Voilà. Donc c'est le procureur qui renvoie ces personnes devant le stage. Et dans le stage, ça se tient en une journée, en fait. Et en une journée, on ne va pas changer quelqu'un non plus. Hein. Bien sûr. On est réaliste quand même, mais ça nous permet effectivement de faire passer un certain nombre de messages ou bien de contacts, parce que les gens, ils ne savent pas vers qui se tourner quand ils sont confrontés à des situations pareilles. Du coup, voilà, ils arrivent à... les 2 premières heures, normalement, se déroule... se tient le brise-glace, en fait, où là, ils vont parler, eux, de comment ils sont arrivés à être violents envers leurs partenaires. Ça ouvre déjà pas mal de choses. Hein. Tu peux, où tu l'as animé à plusieurs reprises. Et du coup, là, on voit bien que la difficulté, elle ne vient pas forcément que de l'auteur, mais il y a aussi un peu de la victime. Voilà, c'est intéressant de voir cet aspect-là. Et effectivement, tout au long de la journée, ils vont essayer de comment remettre de la communication et avoir des techniques d'évitement, en fait, d'éviter le passage à l'acte. Et à retenir, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir entendre aussi ces hommes ou ces femmes qui disaient on serait prêt à pouvoir amorcer un dialogue avec notre conjoint. Et en effet, une des solutions serait peut-être celle-là, de pouvoir amorcer des groupes de parole dans les couples, accompagnés par des professionnels, généralisés. Alors, je sais qu'il y avait un projet, il me semble, il y a quelques années en métropole. Vous le faites, vous le faites déjà. Mais il y avait un projet de stage à la parentalité. On était un petit peu là-dessus. Pour rappel, quand vous allez à la mairie, il me semble, on vous lit l'article 374, qui notifie que vous devez élever vos enfants dans la sérénité, en paix, et prendre soin de votre compagne. Il me semble. Je ne suis pas marié. Peut-être pour ça d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je sais que cet article existe et en effet qu'il est lu lorsqu'on se marie à la mairie. Plus loin que ça, en fait, il avait été réfléchi de se dire, pour tout jeune couple repérés en difficulté, de pouvoir mettre des stages à la parentalité. Donc, qui permet de prendre en compte la gestion du couple, les particularités, puisque là c'est pas quelque chose c'est pas une recette magique, ça se conjugue, justement, la conjugalité, ça se conjugue à deux, donc on le définit en fonction de l'autre. Et d'aller encore plus loin pour dire, voilà, si on élève des enfants, si on a des enfants à l'élever, comment on va se répartir les tâches, comment on va les élever, comment on va pouvoir dialoguer sur le devenir de nos enfants. C'est vrai que c'est des choses qui seraient intéressantes à apporter au niveau politique pour pouvoir dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à mener. Là, il faut une volonté aussi, ça demande des moyens. Il faut une volonté politique pour pouvoir travailler sur ces stages à la parentalité. Après le stage alors, on le fait, le stage de responsabilité parentale, mais c'est vrai que c'est sous couvert de la procédure judiciaire. Oui. Pour ça, je disais, on parlait en prévention, ce serait bien de le mettre bien avant qu'on soit sur du curatif. Voilà, après l'ouvrir, c'est vrai, pourquoi pas, ça peut être mis en place dans des quartiers. Voilà, de toute façon, il y aura une trace vidéo, ça va être sauvegardé, donc on pourra le montrer au gouvernement de toute façon. C'est ça. Après, c'est vrai que pour les stages de citoyenneté, ça a amorcé la création d'une autre action, donc le groupe de parole pour les auteurs et victimes de violences conjugales, qu'on met en place d'ailleurs, pas très loin. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir... C'est même plus auteur et victime, puisque la problématique, comme on dit, c'est... Des fois, des auteurs sont victimes, et puis c'est beaucoup plus complexe que ça. Que ce soit femme ou homme, que le couple vienne soit seul, soit en couple, pour discuter avec d'autres personnes qui sont confrontées à ces difficultés. Ce qui est intéressant, c'est que le judiciaire n'est pas dedans, en fait. C'est un groupe de parole qui est ouvert et qui est volontaire aussi.
Donc les gens, ils sont là pour parler de leurs problématiques, ils abordent les thèmes qu'ils souhaitent. Évidemment, bon, il y a des animateurs qui cadrent un peu, mais finalement... ils sont assez libres dans leur échange. Quoi. Exactement. Et donc on voit bien que dans un certain nombre de cas, quand un des partenaires participe au groupe de parole, ils se rendent compte, ils me font « Ouh là là, il faut que j'en parle à mon partenaire pour qu'il vienne lui à ce moment-là ». Donc non, c'est plutôt positif en fait. Et on revient à ce qu'on disait au début, au final, tout repose sur cette communication au final, qui se perd au fur et à mesure. Et je pense qu'on va finir là-dessus, puisque je vois qu'on arrive à la fin de notre échange. Merci à tous les trois. Merci à Xavier, Wendy du coup, et Véronique. Merci d'être venus, merci d'avoir porté cette réflexion autour des violences intrafamiliales, puisque c'est important d'en parler, c'est important de sensibiliser les gens. Et on espère que les choses vont avancer dans ce sens-là. Donc c'était en écho à un film hors compétition de cette année. Donc entendez-nous, les violences intrafamiliales. N'hésitez pas à aller le voir. Et je profite aussi pour faire écho à une autre production qui a été déjà diffusée. C'est le film de Braillard, donc la présidente du jury, qui s'appelle Waru et les violences domestiques Aotearoa, pardon. Et du coup, en fait, il a été fait en co-réalisé avec plusieurs réalisatrices de là-bas. Et en fait, ça parle d'une histoire qui gravite autour des violences familiales aussi et de tout ce qu'on a évoqué au final, qui est synthétisé dans ce film. Donc, merci à tous. Je vous laisse pour la suite de la programmation et je vous souhaite un bon FIFO malgré les conditions un petit peu spéciales dans lesquelles on est en ce moment.